Tu es de retour. Back. Today's Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. I'm glad to be Je suis heureux d'être avec toi, Nima. Si je comprends bien, tu es à Téhéran et moi je suis à Exeter, dans le New Hampshire. New Hampshire. yeah. And Oui, et laissez-moi, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas si nous sommes en direct en ce moment. Il est écrit en direct. Laissez-moi vérifier. Let me check it out. Yekeri su Ertui Delkt. Preview. It's okay. It seems that Oui, it's oui, okay. oui, c'est bon. On dirait que tout va bien maintenant. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé ici, en Iran, depuis mon arrivée. Vous savez, je suis venu ici, et ensuite les manifestations ont commencé. On voit les protestations et les émeutes, on voit tout cela se produire. Et maintenant, nous en sommes à un stade où une guerre potentielle pourrait éclater entre les États-Unis et l'Iran, et peut-être Israël, entre Israël et l'Iran. Voici ce que le Wall Street Journal a rapporté l'autre jour. Trump cherche des options décisives pour l'Iran, alors que des forces sont déployées au Moyen-Orient. Il parle des avions de chasse. Les avions de chasse américains sont arrivés dans la région, et il parle du porte-avions. Il semble que l'un d'eux soit arrivé ici dans la région, et qu'il renforce leur présence. D'après ce que je vois ici en Iran, ils déplacent beaucoup d'armes à travers le pays. On remarque que le GPS ne fonctionne pas. Il semble qu'ils savent que quelque chose se prépare. Je ne sais pas pourquoi. En parlant avec des responsables ici, j'ai essayé d'en rencontrer quelques-uns. Ils disent tous qu'ils sont prêts pour une guerre imminente entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Nous avons eu un article similaire dans le Wall Street Journal, où le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils étaient prêts à réagir, qu'ils étaient tous préparés à défendre l'Iran. Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé depuis dans les médias grand public occidentaux, sur la manière dont ils essaient d'influencer la situation interne en Iran et sur la possibilité qu'une guerre éclate en Iran? Well, when you look at the prospects for war, Eh bien, you examine lorsque vous examinez les perspectives de guerre, vous devez analyser les indicateurs de capacité, les capacités militaires, mais tout aussi important, les indicateurs d'intention. Nous avons observé un renforcement considérable des signaux d'intention lors de la rencontre du président Trump avec le premier ministre Netanyahou à Mar-a-Lago. Immédiatement après cette réunion, au cours de laquelle les deux semblaient s'être mis d'accord sur une stratégie d'attaque contre l'Iran, nous avons vu éclater des manifestations en Iran qui ont pu ou non être provoquées par la réunion par Netanyahou ou par le Mossad, mais elles ont été très rapidement exploitées par les États-Unis, par le Mossad et probablement par le MI6, avec l'aide de récepteurs introduits clandestinement en Iran. smuggled receiver sets for Starlink, Elon Musk's brilliant low. Starlink, le brillant système de télécommunication en orbite terrestre basse d'Elon Musk, ainsi qu'un nombre apparemment important de fusils et d'autres armes ont été introduits clandestinement en Iran, suivis de l'arrivée de Kurdes venus d'Irak, apparemment associés au Mossad, qui y dispose d'une forte présence. Israël y a une forte présence. Je pense donc que nous avons eu de nombreux signaux d'intention, et il me semble, ainsi qu'à d'autres, que l'exploitation de ce que je considère comme des manifestations justifiées d'Iraniens ordinaires contre le coût de la vie, l'effondrement du rial iranien, et ainsi de suite, visait à préparer une attaque. L'attaque a cependant été retardée, apparemment, probablement à la demande de Netanyahou, parce qu'il se rend compte, je pense, ou a été conseillé par ses propres services, que l'Iran est en réalité prêt à riposter et à le faire massivement. To retaliate and to do so massively. There are reports in the New York Il y a par exemple des articles dans le New York Times. Je ne fais normalement pas confiance au New York Times sur quoi que ce soit, franchement.
Mais il y a un article affirmant que l'Iran se prépare à riposter avec une salve de 2000 missiles lancés et contrôlés simultanément. Le but serait de submerger totalement les systèmes de défense aérienne et antimissiles encore existants en Israël. D'autres signaux ont été observés. Quoi qu'il en soit, je pense que ça explique désormais le retard, car les pays du Golfe Persique, où se trouvent des bases américaines, ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas qu'une attaque soit lancée depuis leur territoire lorsque l'Iran réagirait. Et ils l'ont fait à la fois pour des raisons politiques, car, comme nous l'avons évoqué plus tôt, ils ont atteint un certain degré de rapprochement avec l'Iran. Ils forment lentement une coalition avec l'Iran pour contrebalancer Israël. C'est l'une des raisons. Mais l'autre, bien sûr, est que l'Iran a menacé de détruire ces bases qui se trouvent sur leur territoire et sont utilisées non seulement par la présence militaire américaine, mais aussi par leur propre population. Il est donc clair qu'une attaque contre l'Iran ne bénéficiera pas de la coopération des membres du Conseil de coopération du Golfe. Cela signifie qu'un porte-avions devra soutenir toute attaque éventuelle. Vous avez mentionné le déplacement d'avions vers la région. Je pense qu'il existe des preuves de nombreux mouvements d'avions de transport lourd livrant du matériel à Israël via des bases européennes, ainsi que d'une certaine activité à Chypre, en Crète et dans d'autres lieux d'où sont menées des opérations aériennes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Tout cela se produit donc effectivement. En ce qui concerne le porte-avions, l'Abraham Lincoln, je crois que l'ordre a été donné pour qu'il soit redéployé en Asie de l'Ouest. Je ne suis pas certain que cela signifie la mer d'Arabie ou la Méditerranée via le canal de Suez. Je pense que cet ordre a été émis le 14 janvier. D'après mon expérience, il faut 8 ou 9 jours à un porte-avions pour se déplacer depuis la mer de Chine méridionale, où se trouvait l'Abraham Lincoln, selon qu'il était plus au nord ou au sud de cette mer, jusqu'à la région concernée. Donc 14 plus, disons 7, ça fait 21, c'était hier. Le porte-avions est probablement déjà sur place ou en train d'arriver. Il y a également eu, j'en suis sûr, des mouvements vers Diego Garcia, l'île britannique, qui doit être restituée à Maurice conformément à une décision de la Cour internationale. On en a parlé dans la presse américaine. Trump s'est opposé au retour britannique de l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, à l'île Maurice. Et cela, à mon avis, suggère aussi que cela fait désormais partie de l'opération en préparation. Donc je pense que tu as raison. Personne ne peut désormais trouver de raison de douter qu'il y aura une attaque contre l'Iran menée par Israël avec le soutien des États-Unis. Ce que cela accomplira, je n'en ai aucune idée. Il est tout à fait possible que cela entraîne la destruction des défenses israéliennes et de lourds dégâts en Israël. Comme tu es en Iran et que je ne le suis pas, je n'ai pas la possibilité de parler aux dirigeants iraniens comme toi. Mais je pense que lors des précédentes ripostes aux attaques israéliennes, 3 attaques, dont l'assassinat d'Ismail Haniyeh pendant l'investiture du président Bozeshkin, l'Iran a été très prudent en limitant ses frappes à des sites de renseignement et militaires. Il n'a pas cherché à détruire les infrastructures civiles en particulier. Il a tenté de rendre inopérants quelques ports en Israël. Il ne bénéficie plus du soutien actif des forces de la région qu'il appuyait autrefois dans leur résistance à l'hégémonie israélienne, le Hezbollah, le Hamas. En réalité, ils ont été mis à l'écart. La Syrie a été neutralisée. Il s'agit donc désormais d'un conflit direct entre Israël et l'Iran, et je crois à l'Iran lorsqu'il affirme être prêt.
Comme vous l'avez mentionné, les manifestations ont commencé à cause de la situation économique. Les gens disaient que l'économie ne fonctionnait tout simplement pas pour eux. J'ai été stupéfait de voir à quelle vitesse tout a commencé à évoluer dans cette direction. Les manifestations arrivent et elles se transforment rapidement en émeutes. Un quart des ambulances ici à Téhéran ont été détruites. Vraiment? Si vous êtes un manifestant, comment pouvez-vous aller détruire des ambulances? Je pense qu'il existe des preuves très claires, y compris des déclarations du gouvernement iranien que je trouve crédibles, bien que circonstancielles, du type que vous venez de mentionner, indiquant que, même si les manifestations elles-mêmes avaient une base rationnelle et étaient justifiées, elles ont été exploitées par des agents d'influence sous contrôle israélien ou étranger. Il est très facile de transformer une manifestation en événement violent en commettant soi-même des actes de violence, en tirant sur un policier, en tirant sur un civil par exemple. Et je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé dans un certain nombre d'endroits. Ainsi, la réponse du gouvernement iranien, telle que je la comprends, a été assez efficace, s'appuyant d'abord sur la technologie russe mise au point en Ukraine pour contrer Starlink et le désactiver. Quant au GPS, eh bien, je ne pense pas que l'Iran fasse confiance au GPS, et il a de bonnes raisons pour cela. Je crois que ces missiles sont en réalité guidés par Beidou, l'équivalent chinois du GPS, qui est à certains égards plus précis et manifestement moins vulnérable à une mise hors service par les États-Unis ou d'autres. Vous savez, il existe désormais plusieurs réseaux de satellites, le GPS, qui est le système américain, GLONASS, exploité par la Fédération de Russie, Galileo, par l'Union européenne, et Beidou, le système très complet exploité par la Chine. Et je pense que l'Iran en est venu à se reposer sur le système chinois parce qu'il n'est, comme je l'ai dit, pas manifestement vulnérable. Je suis sûr que des gens en Occident ont travaillé sur la manière de le neutraliser, mais rien ne prouve qu'ils en aient la capacité. C'est pourquoi, à mon avis, le GPS pose problème. Quoi qu'il en soit, je pense que nous assistons à une montée vers une autre guerre désastreuse, une guerre de choix menée par Israël contre l'Iran. Deux autres choses que je devrais mentionner, les déclarations de Netanyahou. Il a d'abord dit après Mar-a-Lago que si l'Iran reprenait la recherche, le développement et la production de missiles, Israël devrait attaquer l'Iran. Mais bien sûr, l'Iran n'a jamais cessé la recherche, le développement et la production de missiles. C'est donc essentiellement une déclaration directe indiquant qu'il a l'intention d'attaquer l'Iran, en pratique. Ensuite, il a dit très prudemment, parce que Donald Trump avait affirmé avoir, je cite, « anéanti » le programme nucléaire iranien, que si l'Iran reprenait d'une manière ou d'une autre son programme nucléaire, il faudrait attaquer l'Iran. Or, il sait très bien que Trump n'a pas anéanti le programme nucléaire iranien. On ignore dans quelle mesure il a été endommagé, mais il est clair qu'une bonne partie a survécu. Et la question a toujours été de savoir si la direction iranienne prendrait la décision de construire une arme nucléaire ou non. Jusqu'à présent, peut-être que ça a changé maintenant, mais du moins jusqu'à très récemment, les services de renseignement étrangers, en Israël et aux États-Unis, étaient assez convaincus que l'Iran n'avait pris aucune décision de réellement déployer une bombe. Ils semblaient plutôt avoir choisi de développer ce qu'on appelle une latence nucléaire, c'est-à-dire la capacité de passer rapidement à la construction d'une bombe si cela devenait justifié et ordonné par la direction. Ainsi, encore une fois, nous avons en place l'assemblage de systèmes d'armes capables d'attaquer l'Iran ou de protéger Israël dans une certaine mesure contre des représailles iraniennes.
Nous avons également de nombreuses déclarations d'intention d'attaquer l'Iran. Et comme je l'ai dit, Yeto having isn't the court fissionary prank you. And as I said, I have no reason to believe that that is not going to happen. And I Et je vous dis chaud. Faire partie de l'Iran et voir ce genre d'énorme et épaisse propagande se dérouler à l'extérieur du pays à propos de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, cela m'a stupéfié. L'une des affirmations était que Javad Zarif serait en train de discuter avec l'ancien, vous savez, le fils du Shah d'Iran, à l'étranger, pour organiser une sorte de coup d'État. C'est incroyable qu'il veuille. Monsieur l'ambassadeur, il se passe quelque chose en Israël, avec le fils du Shah et des personnes proches de lui, parce qu'ils veulent, je ne sais pas s'ils veulent vraiment qu'il retourne en Iran et prenne le pouvoir, mais ils essaient de délégitimer Javad Zarif et ceux qui prônent une meilleure relation avec l'Occident. Of course, this is the standard the maneuver. Bien sûr, c'est la manœuvre habituelle du ministère israélien des Affaires stratégiques qui mène la Hasbara, leur programme d'exculpation, mais aussi de diffamation des individus et de discrédit de leur réputation, en semant le doute. Ils sont très doués pour cela. La guerre psychologique est quelque chose qu'ils ont perfectionné. Et en ce qui concerne Hatavi, le jeune enfin, plus si jeune maintenant, j'ai en fait dîné avec lui une fois. Mon impression était qu'il n'est pas son père, et que son père n'était pas aussi bon que beaucoup le pensaient. Je ne pense pas que ce soit un dirigeant. Je crois qu'il sert entièrement de façade pour d'autres. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'en ai. I might be wrong, but I think that's my impression. In any event, he's definitely being boosted. En tout cas, il est clairement soutenu par les Israéliens. Vous savez, il y a ici tout un passé avec les Moudjahidines et d'autres qui ont largement participé à tout cela. Il est très clair que les objectifs israéliens sont la subjugation et la division de l'Iran. Les personnes qu'ils ont pu recruter comme agents d'influence pour transformer des manifestations en violence, pour faire d'une protestation une émeute, sont issues de groupes ethniques minoritaires, principalement des Kurdes, des Arabes, des Baloutches, et bien sûr d'autres appartenant à la majorité perse. Mais il existe sans aucun doute de nombreuses motivations parmi ceux qui acceptent de travailler pour eux. Certains veulent simplement de l'argent, d'autres veulent quitter l'Iran, peut-être que certains souhaitent l'indépendance vis-à-vis de Téhéran. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles peut être manipulé depuis l'étranger, mais cette manipulation a essentiellement échoué, à mon avis. Si Israël attaque l'Iran, comme je m'y attends, encore une fois, pour la 4e fois ces dernières années, je soupçonne que cela rassemblera les Iraniens derrière la République islamique, quelles que soient leurs opinions sur l'état de l'économie. Et je pense que la direction iranienne est bien consciente que les sanctions ont des répercussions sur le niveau de vie iranien, sur la prévisibilité. Mais il est désormais assez clair que le calcul des services de renseignement occidentaux, soutenus par Israël, ou peut-être dirigés par Israël, selon lequel l'Iran pourrait d'une manière ou d'une autre se fracturer, était erroné. Et cela ne s'est pas produit. Et je veux simplement conclure cette partie en disant quelque chose à propos du Minnesota. Donald Trump a déclaré qu'il y avait en Iran des manifestants qui étaient traités violemment par les autorités et que cela justifiait son intervention en Iran. Il n'était pas clair comment il pouvait intervenir, ni pourquoi nuire à l'Iran aiderait les manifestants. Mais quoi qu'il en soit, il a dit que la même logique s'appliquerait au Minnesota. Que l'Iran serait justifié d'intervenir, soit par une action secrète, soit en bombardant le Minnesota, s'il le pouvait, pour aider les manifestants. Car eux aussi sont des manifestants pacifiques, traités violemment par une force sans loi et sans légitimité à leurs yeux.
Je dirais que c'est ironique. Au moment même où, à Washington et à Jérusalem, on pensait que l'Iran était vulnérable à une révolution, beaucoup d'Américains pensaient que les États-Unis devenaient eux-mêmes vulnérables à une révolution. Jusqu'à présent, cependant, le peuple américain a fait preuve d'une grande retenue face à la violence de l'administration Trump et à la vindicte du président. Mais je pense que la patience s'épuise ici. Et cela me rappelle la célèbre remarque de Mao Zedong, le président du Parti communiste chinois, dans des circonstances similaires, lorsqu'il a dit qu'une seule étincelle pouvait déclencher un incendie de prairie. Le Minnesota se trouve dans la prairie, et je pense que nous faisons face à une situation très dangereuse là-bas. Oui, passons à la situation du Groenland. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les États-Unis ont besoin du Groenland. Et voici la réponse de J.D. Vance à cette question, Monsieur l'ambassadeur. Maintenant, parlons du Groenland. Le fait est simple, le Groenland est important pour la sécurité nationale américaine, car toute notre défense antimissile repose sur la sécurité de l'Arctique. C'est quelque chose que les médias, obsédés par le Groenland, oublient complètement. Pourquoi le Groenland est important? Et si Dieu nous en garde, je ne dis pas que cela va arriver de sitôt, mais si un pays étranger lançait un missile contre les États-Unis d'Amérique, nous aurions besoin de contrôler l'Arctique pour pouvoir intercepter ce missile. Tout notre système de défense antimissile dépend de cette sécurité arctique. Pendant ce temps, les Chinois, les Russes et même les Danois, qui contrôlent le Groenland, admettent qu'ils veulent prendre le contrôle de cette installation. Ils veulent contrôler cette île, cette masse terrestre. Cela nous affaiblirait. Cela rendrait notre pays plus vulnérable. Cela signifierait que si le président négociait avec un dirigeant étranger, il aurait moins de levier, car il pourrait le menacer de manière crédible, menacer la souveraineté et la sécurité territoriale des États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-dedans. Tout d'abord, nous avons effectivement une base au Groenland. Le Danemark ne s'est jamais opposé à la présence de bases américaines. En fait, à une époque, nous avions 17 bases au Groenland. Mais nous avons là-bas une base qui a pour but de détecter les lancements de missiles dirigés contre les États-Unis. Personne n'a soutenu qu'elle était insuffisante, ni que les Danois ou les Groenlandais y faisaient obstacle. Apparemment, eh bien, je vais passer tout de suite à ce qui semble s'être passé entre Mark Rutte et Donald Trump à Davos. Mais, vous savez, si la question est celle de la sécurité nationale, le Danemark s'est montré assez ouvert à l'idée de rétablir d'anciennes bases ou d'en ouvrir de nouvelles. Ça n'a jamais posé de problème. Donc cet argument est complètement fallacieux, il n'a absolument aucune justification. L'OTAN, dont le Groenland fait partie, s'est engagé à défendre le Groenland. Si la défense est insuffisante, l'OTAN peut y remédier. Voilà pour le premier point. Le second, c'est qu'il n'existe absolument aucune preuve que les Chinois, les Russes ou qui que ce soit d'autre aient des visées sur le Groenland. La dernière fois qu'un navire de guerre chinois s'est trouvé à proximité du Groenland, apparemment, c'était il y a 10 ans, même si Donald Trump affirme qu'il est entouré de navires de guerre chinois et russes. Les Russes opèrent bien près du Groenland, généralement avec des sous-marins, ce qui ne sera pas affecté par le propriétaire du Groenland. C'est donc un ensemble d'arguments totalement fallacieux. Et pour revenir à la question que vous avez posée au départ, à laquelle J.D. Vance a tenté de répondre sans vraiment y parvenir,
Pourquoi vouloir le Groenland? La réponse réside dans la vanité de Donald J. Trump, qui souhaite ajouter une immense portion de territoire aux États-Unis, afin de passer à la postérité comme Thomas Jefferson qui a acheté la Louisiane à Napoléon, ou Seward, le secrétaire d'État qui a acheté l'Alaska au tsar. Mais dans ces deux cas, il y avait un vendeur consentant. Les Français voulaient se débarrasser de la Louisiane parce qu'ils avaient un problème en Haïti et avaient besoin d'argent. D'ailleurs, beaucoup de personnes à la Nouvelle-Orléans y sont venues d'Haïti après la Révolution haïtienne, par l'intermédiaire des Français. Dans le cas du tsar, lui aussi avait besoin d'argent et voulait vendre l'Alaska afin de se concentrer sur le développement de la Sibérie. Ce n'est donc pas le cas du Groenland. Personne au Groenland ne veut faire partie des États-Unis. Ou du moins, malgré tous les efforts des médias américains pour trouver quelqu'un qui le souhaite, ils n'y sont pas parvenus. Je pense donc que ce que nous voyons, c'est un effort de la part de J.D. Vance pour défendre une action ou une ambition qui repose essentiellement sur la folie. Et c'est là que j'en viens à la réunion de Davos. Le discours décousu, hystérique et totalement erroné que Donald Trump y a prononcé, dans lequel il a à plusieurs reprises confondu l'Islande et le Groenland, a été accueilli par le public avec des rires nerveux, du genre qu'on réserve aux fous, ou par des hochements de tête. Je n'arrive pas à croire que ces absurdités se produisent réellement. Ce qui devient désormais le problème, de plus en plus, dans la politique américaine, et certainement en Europe et parmi les alliés des États-Unis, c'est, vous savez, l'histoire de l'empereur nu, dans laquelle tous les gens autour de l'empereur louaient ses magnifiques nouveaux vêtements, qu'il n'avait pas, jusqu'à ce qu'un petit garçon dise « L'empereur n'a pas de vêtements ». Nous attendons tous que le petit garçon dise « L'empereur n'a pas de vêtements ». Pendant ce temps, et cela est très pertinent pour l'Iran et la discussion que nous avions plus tôt à propos d'Israël et ainsi de suite, des discussions actives ont lieu discrètement entre Européens sur la manière de débarrasser l'Europe des bases américaines. Or, il semble que Mark Rutte soit parvenu à un accord avec le président, selon lequel davantage de bases pourraient être établies au Groenland, et elles seraient sous contrôle américain, tout comme l'est la base actuelle. Si vous êtes américain, vous pouvez aller et venir entre le Groenland et cette base sans le moindre obstacle. Ainsi, si d'autres bases sont créées, il ne fait aucun doute qu'il en ira de même. C'est donc une question d'accès. Un accès garanti sans souveraineté, ou d'une souveraineté subordonnée à la base, à la souveraineté danoise elle-même subordonnée à la base. Donc, cet accord existe peut-être, mais les Européens qui parlent de l'Europe proprement dite, pas du Groenland, affirment qu'il n'y a pas de base américaine en Islande. Et quand ils parlent du Groenland, ils parlent en réalité de l'Europe proprement dite, pas du Groenland. Ils parlent de se débarrasser de ces bases. À quoi servent ces bases? Si l'Europe doit poursuivre la guerre avec la Fédération de Russie et l'Ukraine, et que les États-Unis n'y participent pas, sauf pour fournir des armes à gros profit, quel est l'intérêt de ces armes? Vous savez, n'y a-t-il pas une anomalie à ce que 80 ans après la défaite de l'Allemagne, il y ait encore des bases américaines en Allemagne? L'Allemagne est encore en réalité occupée. Les gens tiennent ce genre de propos. Eh bien, l'importance de tout cela réside dans le fait que la justification que les États-Unis présentent aux Européens pour la présence de ces bases est qu'elles sont essentielles à la défense de l'Europe contre soit la Fédération de Russie, soit peut-être une menace venant du Sud, disons des islamistes en Algérie ou autre chose du genre. Et en réalité, c'est bien pour cet objectif qu'elles ont été établies.
Et cet argument reste valable dans la mesure où l'on considère qu'il existe une menace venant de la Russie, ce que je ne pense pas vraiment, ou de l'Afrique du Nord. Mais la véritable raison de leur présence et de leur caractère indispensable est qu'elles constituent une base de soutien logistique pour la projection de puissance vers l'Asie occidentale. On ne peut pas projeter, vous avez mentionné au début l'arrivée d'avions de chasse dans la région, et ainsi de suite. Je n'en sais rien. Mais si c'est le cas, s'ils arrivent, ils sont passés par Ramstein, dans la partie militaire de l'aéroport de Francfort, ou par d'autres aéroports en Italie et dans toute l'Europe. Ainsi, l'ironie ici, c'est que si M. Trump poursuit sa volonté d'acquérir le Groenland, ce que je crois fermement qu'il fera, le lobby sioniste se retrouvera à s'opposer vigoureusement à l'effort européen visant à retirer les bases américaines. Et au final, pour en finir avec le Groenland, ce que notre président, le président Trump, a fait en menaçant de prendre le Groenland, soit pacifiquement, soit par la force, même s'il dit maintenant qu'il n'emploiera pas la force, est totalement incompatible avec la survie de l'OTAN. Je pense donc que M. Trump vient de planter un pieu dans le cœur de l'OTAN ou de lui administrer un poison. Un poison, vous savez, peut mettre des jours ou des semaines à agir. Peut-être que ça prendra des années, mais je pense qu'il vient de placer l'OTAN sur la voie de sa disparition. Ambassadeur, imaginez un peu ce qui se passe avec l'affaire du Groenland et le genre de rhétorique de Trump. Et voici ce que Merz a dit à propos du Groenland. Nous protégerons le Danemark, le Groenland et le Nord contre la menace que représente la Russie. On dirait que tous, je ne sais pas de quoi parlent-ils, à quoi pensent-ils. C'est incroyable ce qui arrive à l'Allemagne. C'est un discours de politicien tout à fait typique. Je me souviens que dans un autre contexte, le Japon s'était beaucoup inquiété après la fin de la guerre froide. Les États-Unis allaient-ils continuer à lui assurer une protection stratégique? Il y avait à Tokyo un débat actif sur la question de savoir si le Japon devait se doter de l'arme nucléaire, développer des armes nucléaires. D'ailleurs, cette discussion est aujourd'hui revenue assez ouvertement. Mais c'était il y a 30 ans, et la décision japonaise ressemblait à celle qui semble être celle de l'Iran, développer une latence nucléaire. Développons une capacité d'armement nucléaire, quelque chose qui nous permettrait d'assembler rapidement une bombe et de concevoir des missiles ou des fusées à usage civil, mais pouvant être équipés d'une ogive nucléaire à court préavis si nécessaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais de quoi ont-ils parlé? Pas de la Chine, qui était pourtant leur véritable préoccupation, de la Corée du Nord. Donc tout tournait autour de la Corée du Nord. Le système de défense antimissile des États-Unis est en théorie entièrement dirigé contre la Corée du Nord, pas contre la Chine, pas contre la Russie, et ainsi de suite. C'est donc un discours politique typique. M. Merz parle des États-Unis, il mentionne simplement la Russie parce que vous savez, cela ne lui coûte rien. Mais voyez-vous une quelconque unité en Europe, entre les pays européens, lorsqu'il s'agit du Groenland? Nous savons que Macron, du moins d'après ce que nous avons vu, le message privé de Macron, disait que dans le cas de l'Iran, nous sommes tous engagés. Mais ignorons le cas du Groenland. Nous voyons cette tempête surgir, s'opposant d'une certaine manière à la position des États-Unis, mais au final, on les voit tous ensemble. Y a-t-il une forme d'unité en Europe? Je pense qu'on commence à voir un certain sentiment d'unité. Soyons réalistes. Donald Trump s'attribue le mérite d'avoir poussé les pays européens à augmenter leurs dépenses de défense, qui, soit dit en passant, sont dans l'ensemble bien supérieures à celles de la Russie.
Mais quoi qu'il en soit, en partie, il réagissait à Trump et à ses exigences. Mais plus important encore, il se couvrait. Il se protégeait contre un éventuel abandon par les États-Unis. Ils ne font plus confiance aux États-Unis pour les protéger, donc ils comprennent qu'ils doivent le faire eux-mêmes. C'est pourquoi l'Allemagne double son budget de défense. Et d'ailleurs, si vous regardez la politique allemande, ce que j'imagine que vous faites, puisque vous parlez allemand et que vous y avez fait vos études, examinez le programme de l'Alternative für Deutschland. En gros, il parle de s'allier avec la Turquie pour devenir la puissance dominante en Europe et développer une coopération stratégique avec la Russie. L'une des raisons pour lesquelles l'OTAN n'a pas été dissoute après la fin de la guerre froide, même si cela n'était pas souvent dit ouvertement, était la crainte parmi les petits pays d'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Pologne, que si les États-Unis se retiraient, l'Europe serait dominée par l'Allemagne. Et les gens, vous savez, ont des sentiments très partagés à l'égard des Allemands en raison de leur passé historique. Peu de personnes en Europe sous-estiment les capacités des Allemands. Lorsqu'ils décident de faire quelque chose, ils sont tout à fait capables de le faire. C'est donc une partie des tensions en jeu ici. La mise en danger des bases américaines, la réticence des Européens à parler honnêtement de leurs inquiétudes concernant les États-Unis, leur attitude de précaution vis-à-vis des États-Unis, leur utilisation de la Russie comme menace supposée pour justifier leurs actions. Mais vous savez, je pense que le comportement erratique et hostile de Donald Trump envers l'Europe et envers l'OTAN finira par s'avérer fatal. Alors, vous avez demandé, ont-ils le courage de faire quelque chose? La réponse est que de nos jours, il n'y a plus de Churchill en Europe. Je veux dire, Churchill est une figure historique très complexe, mais personne ne l'a jamais accusé de lâcheté. Il savait ce qu'il voulait et il était déterminé à l'obtenir. Nous avons affaire à un groupe de dirigeants invertébrés, ils n'ont pas de colonne vertébrale et ils sont politiquement faibles. Ils risquent tous de perdre leur poste et dirigent des sociétés profondément troublées par la perte d'influence, de pouvoir, de prestige et par le déclin économique. Vous savez, l'Allemagne, ayant perdu l'accès à l'énergie russe bon marché, n'est tout simplement plus compétitive comme elle l'était auparavant. Et les Allemands le savent. Encore une fois, regardez l'Alternative für Deutschland comme une réaction nationaliste allemande, une réaction laide dans son approche des immigrés, très raciste. Le racisme allemand n'a pas disparu, pas plus que le racisme français. Je pense donc que l'Europe est, comme je l'ai déjà dit dans un autre contexte, l'homme malade de l'Eurasie. C'est un promontoire, une péninsule du continent eurasien, comme l'Inde, qui est un sous-continent. Les Grecs, pour leurs propres raisons, ont décidé de l'appeler un continent. Et ils ont dit que tous ceux qui se trouvaient de l'autre côté du Bosphore étaient des Asiatiques. Mais personne de l'autre côté du Bosphore ne se considérait comme ayant une identité asiatique commune. Les Européens ont donc simplement hérité de cela. Et ils sont très contrariés par le fait que leur centralité dans les affaires mondiales ait disparu. Ils ne sont plus au centre du monde. De plus en plus, d'autres le sont. Les États-Unis, la Chine, peut-être à l'avenir l'Inde. Peut-être, si les cultures islamiques parviennent à s'unir, un bloc islamique. L'Indonésie, un grand pays en pleine ascension. La Turquie, une puissance de rang intermédiaire, mais d'une importance considérable. Tout cela, eh bien, vous savez, l'Europe n'est plus ce qu'elle était, et elle ressent la douleur d'avoir été rétrogradée dans la hiérarchie géopolitique. Yeah. Ambassador, they have done everything
Monsieur l'ambassadeur, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. Ils ont littéralement envoyé toutes les armes qu'ils possédaient à l'Ukraine. Et ils ont sacrifié, vous savez, l'économie allemande. La plupart de ces pays ont été touchés, frappés par la guerre en Ukraine. Et avec le temps, il me semble que l'Europe deviendra plus dépendante des États-Unis pour son énergie. Pensez-vous qu'en ce moment, ils soient vraiment préoccupés par le fait de devenir plus dépendants des États-Unis? Parce que si quelqu'un comme Donald Trump, ou disons un autre candidat républicain, arrive au pouvoir et adopte le même état d'esprit que Trump a aujourd'hui, et qu'il s'oppose encore et encore à l'Europe, quelle sera la stratégie européenne? Ils doivent réfléchir à leur avenir. Nous devons reconnaître que les Européens n'ont pas de stratégie. Ils sont en train d'en élaborer une. Oui, ils s'inquiètent de leur dépendance excessive à l'égard de puissances extérieures. Ils ne savent pas quoi faire. À présent, ils ont rompu leur dépendance vis-à-vis de la Russie pour de nombreux domaines. Elle n'existe tout simplement plus. Les États-Unis ne peuvent pas se substituer économiquement à la Fédération de Russie en matière d'accès au pétrole, au gaz ou à divers minerais. Les Européens tâtonnent pour établir une forme de relation de coopération avec la Chine qui compenserait leur dépendance excessive envers les États-Unis. Je pense qu'en temps voulu, ils redécouvriront l'importance de renouer avec la Russie. Mais cela exigera la fin de la guerre en Ukraine. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas disposés à y jouer le moindre rôle. Je suppose que Steve Witkoff arrive à Moscou à peu près en ce moment même, faisant un nouvel effort pour obtenir un cessez-le-feu ou quelque chose de ce genre en Ukraine. Et l'Ukraine est vraiment à bout de force. Kiev n'a plus d'électricité ni de chauffage, et il fait moins 18 degrés Celsius, environ 0 degrés Fahrenheit. Les gens fuient l'Ukraine en grand nombre. Cela ne ressemble donc pas au début de la fin, mais à un moment de très grave tension pour l'Ukraine et sa direction. L'Europe, en fin de compte, va devoir se rendre à l'évidence que la Russie fait partie de l'Europe et qu'on ne peut pas l'ignorer. Et vous n'aimez peut-être pas le fait que cela fasse partie de l'Europe, mais il faut bien faire avec. Et vous savez, je pense, nous parlons aussi, comme nous le disions plus tôt, de dommages vraiment graves portés à l'unité des alliés de part et d'autre de l'Atlantique. Maintenant, si les Européens n'arrivent pas à se coordonner et qu'ils ont de profondes divergences, regardez ce ridicule Conseil de la paix qui a été imposé au monde. Il ne mentionne pas Gaza, d'ailleurs alors qu'il était censé être créé pour s'occuper de Gaza. Alors quels Européens y ont adhéré? La Hongrie? Oui, ils entretiennent de bonnes relations avec Israël et une affinité idéologique avec Donald Trump. Et la Bulgarie? Je ne peux pas vraiment expliquer la Bulgarie. Tous les autres ont refusé. Même si l'on peut adhérer gratuitement, si l'on veut un siège permanent, il faut payer $1 milliard. C'est donc une sorte de club funéraire mafieux dont Donald Trump, à titre personnel, et non en tant que président des États-Unis, est le président à vie. Il ne peut être destitué qu'à l'unanimité de tous les membres du Conseil. Netanyahou en fait partie, quelqu'un qui ne peut même pas assister à la réunion de l'organisation en transitant par la Suisse, car il serait arrêté pour crimes de guerre et génocide. C'est pathétique. Je ne pense pas que cela mènera à quoi que ce soit, mais c'est un exemple de l'approche véritablement étrange que l'administration américaine actuelle adopte vis-à-vis du monde. Et le monde continue sans comprendre cela. Les Européens et les Chinois concluent un accord sur les véhicules électriques. Le Canada se tourne vers la Chine et d'autres pays, car il doit se libérer de sa dépendance envers les États-Unis. Des membres de l'AfD,
l'alternative pour l'Allemagne, parle de ressusciter la connexion Nord Stream avec la Russie, et ainsi de suite. Tout est en mouvement. Rien n'est certain. Et la seule chose que l'on puisse dire, c'est que les douleurs, les spasmes et les convulsions que les États-Unis connaissent chez eux et à l'étranger annoncent quoi? Un changement d'époque, un tournant majeur dans l'histoire. Où cela mènera-t-il? Nous n'en savons rien. Monsieur l'ambassadeur, nous savons que la stratégie de sécurité des États-Unis sous l'administration Trump est essentiellement axée sur l'hémisphère occidental. Il parle de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Mais le Premier ministre canadien a déclaré que l'ordre international fondé sur des règles est en quelque sorte révolu et qu'ils ne ressentent plus les choses comme avant. Qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis, pour la stratégie de Donald Trump, pour les États-Unis sous l'administration Trump? Eh bien, je pense que le discours de Mark Carney à Davos, qu'il a apparemment rédigé lui-même, ce qui est rare pour un homme politique, était très clair et historique. C'était un excellent discours et il restera dans l'histoire pour la profondeur de ses analyses. Quand on parle de l'hémisphère occidental, il y a ici plusieurs problèmes fondamentaux. Tout d'abord, les États-Unis n'ont jamais utilisé la force militaire pour provoquer un changement de régime en Amérique du Sud. Au Chili et ailleurs, il y a eu des actions secrètes, mais pas d'invasion militaire. Vous êtes brésilien par choix, iranien par origine, et vous êtes à Téhéran, mais je suis sûr que vous réfléchissez aux choses depuis une perspective brésilienne. Du point de vue brésilien, ce que Donald Trump a fait au Venezuela ressemble à ce que les Chinois pourraient faire s'ils envahissaient le Mexique par rapport aux États-Unis. C'est un défi stratégique qu'on ne peut pas ignorer. Ainsi, une réaction viendra d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, car bien sûr, l'Amérique centrale et les Caraïbes ont longtemps été un domaine américain, un domaine nord-américain, un domaine des États-Unis. L'une des choses qui va se produire, c'est une course aux armements. Cela pourrait être très bénéfique pour Embraer et d'autres entreprises au Brésil si les bons accords sont conclus sur le continent, car les pays voudront se protéger contre les États-Unis. Et cela illustre la faille fondamentale de ce qu'on appelle la doctrine Don-Roe, vraiment de manière assez ridicule, où Don renvoie autant au parrain de la mafia qu'à Donald. Les États-Unis proposent aux pays d'Amérique du Sud l'intimidation et la menace d'une possible invasion. Les Chinois, eux, offrent des investissements et des infrastructures. Si le but est d'empêcher la Chine de s'implanter en Amérique du Sud, quel genre de choix est-ce là? Vous savez, je m'attends à ce que les gens soient très prudents. Ils éviteront d'être trop insultants envers les États-Unis ou trop provocateurs s'ils peuvent s'en abstenir. Mais je m'attends à ce que des projets comme le port de Chanquay au Pérou et un chemin de fer trans-sud-américain reliant Chanquille au réseau ferroviaire approprié du Brésil et d'ailleurs, vers l'Uruguay et l'Argentine ainsi que le Brésil, voient le jour. Et je pense, vous savez, je pense que ça va arriver. Et vous savez, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous connaissez la vieille histoire du roi danois Canute, qui avait conquis une partie de la Grande-Bretagne et que ses subordonnés, tous aussi serviles et incompétents que ceux de Donald Trump, avaient convaincu qu'il pouvait repousser la marée. Il était si puissant. Et vous savez, dans le nord de la Grande-Bretagne, dans la Manche, la marée atteint 5 mètres de haut. Ce n'est pas une plaisanterie. Il a installé sa chaise sur la plage et a ordonné à la marée de ne pas monter. Mais elle est montée quand même. Et la marée montera, quoi qu'en dise Donald Trump ou Marco Rubio. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui.
Un grand plaisir, comme toujours. As always. Well, I'm glad you were able to get through all the problems. Eh bien, je suis heureux que tu aies pu surmonter tous les problèmes d'Internet qui touchent l'Iran. J'ai hâte d'en savoir plus lorsque tu seras de retour au Brésil à propos de ton expérience. Je sais que tu essayais de faire découvrir la culture iranienne à ta famille qui en est issue, et j'espère qu'ils ont tiré profit de leur séjour en Iran. Merci pour ce que tu fais. Thank you for what you do. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bye.